France Maghreb 2. Eh bien, le bonjour chez vous, merci d'être avec nous. C'est parti pour votre réelle émission de liberté d'expression sur France Maghreb 2 jusque 18h avec aujourd'hui pour m'accompagner Audrey Pronosti. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Comment ça va Audrey? Ah bah moi super, de toute façon dès qu'il y a du soleil moi je vais bien. Donc, c'est super. Voilà, comme ça. Jusque 18h avec au programme le Sri Lanka et les revendications. La revendication est tombée, elle est signée Daesh, mais en fait est-ce encore une fois une revendication opportuniste? Il y a de quoi se poser la question. Algérie, la chasse aux milliardaires continue avec Rebrab qui a quelques soucis, on y reviendra tout à l'heure. Et puis on parlera des époux Fillon. Le procès maintenant devient de plus en plus inévitable. On y reviendra tout à l'heure. Avec un invité aussi, on parlera du groupe du collectif Motivé avec lequel il avait d'ailleurs fait un bon score pour le municipal en 2001 à Toulouse. Ensuite il a entamé une belle carrière auprès des quartiers populaires, des associations, et le voici de retour en politique aujourd'hui puisqu'il est sur la liste des européennes de Génération S de Benoît Hamon. Il s'appelle Salam Khan, il sera avec nous dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Audrey, avis tranché de prévu? Oui, et voilà, j'ai décidé de faire un avis tranché sur Gaspard Glans. J'en dis pas plus. Hein, Gaspard Glans, c'est un journaliste? Oui, c'est un journaliste qui a eu quelques soucis là. Voilà, c'est un journaliste indépendant qui a été arrêté lors de la dernière manifestation. Voilà, la dernière manifestation donc des Gilets jaunes. Il a été arrêté, embarqué, 48 heures de garde à vue. Donc voilà, j'ai décidé de manifester mon soutien. Voilà, clairement. Très bien, un soutien. Ouais. Tout à l'heure, donc dans l'avis tranché signé Audrey Pronosti. C'est parti pour le LGF, je vous en souhaite la bienvenue jusqu'à 18h évidemment sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, on est là jusqu'à 18h avec Audrey Pronosti et notre invité tout à l'heure Salam Khan qui évidemment avait créé ce groupe Motivé dont on a écouté une des chansons interprétées par le groupe Zebda il y a quelques instants. Audrey, ça fait du bien, ça nous rappelle des souvenirs. Ah ouais. Et il avait fait d'ailleurs un bon score pour les municipales en 2001 et puis il avait un peu abandonné la politique pour se consacrer au milieu associatif et au quartier populaire. Et il revient en politique donc aux européennes. Il est je crois 4 ou 5e, on verra avec lui tout à l'heure, sur la liste Génération S de Benoît Hamon. D'ailleurs j'ai cru voir hier que c'était une des listes préférées, enfin une des personnalités préférées avec Nathalie Loiseau pour les européennes par les Français. Donc ça présage, c'est de bon augure pour Benoît Hamon et pour Salam Khan du coup. Il nous expliquera son choix, pourquoi Benoît Hamon, et lui qui a été d'ailleurs conseiller de Benoît Hamon pour la présidentielle aussi. Ouais. Donc un sacré parcours, sacré bonhomme, donc Salam Khan qui sera avec nous tout à l'heure. Pour l'heure, vos appels évidemment 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour nous rejoindre ici même dans cette émission qui est la vôtre, avec cette revendication qui est tombée ce matin, 2 jours après les attentats contre des hôtels et des églises au Sri Lanka. La piste du terrorisme d'inspiration islamiste, j'aime bien parce que ça me fait toujours rire ce genre de propos, mais bon, c'est ce qu'on peut lire dans les différentes dépêches, semble donc se confirmer puisque c'est Daesh qui a revendiqué donc les attaques dans un communiqué de l'agence principale qui est considérée comme l'organe de presse des terroristes, communiqué selon lesquels les attentats ont été commis par des combattants du groupe Daesh. Attention, l'organisation ne fournit aucune preuve à l'appui de cette revendication, pas de photos des kamikazes présumés, pas de vidéo, aucun nom, rien de vérifiable jusqu'à présent, rien de manière générale depuis 2 jours. Énormément de rumeurs circulent, beaucoup de déclarations à l'emporte-pièce sur les auteurs des attentats. Audrey, sans aucune source officielle n'apporte aucune preuve matérielle. Exemple, ce matin, devant le Parlement, le ministre de la Défense assure que d'après les premiers éléments d'enquête, ces attaques coordonnées sont une réponse aux attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Attentats survenus il y a 5 semaines maintenant, qui avaient visé des mosquées néo-zélandaises. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces déclarations sont aventureuses. Il aura fallu quand même des mois pour mettre au point les attentats du Sri Lanka, très élaborés, ce qui signifie que leur préparation aura commencé bien avant Christchurch. Donc aujourd'hui au Sri Lanka, sachez que c'est une journée de deuil national avec des messes presque au milieu des décombres, des funérailles 2 jours après ces attentats, dont le bilan
a encore été revu à la hausse, 321 morts, et ça aurait pu être encore pire puisque on a appris qu'un attentat suicide contre un 4e hôtel de Colombo a échoué dimanche, donc dans la capitale sri-lankaise selon le gouvernement. Alors 10 ans après la fin de la guerre civile, parce que le Sri Lanka a quand même traversé une guerre civile, eh bien le Sri Lanka est sous le choc, tente de rester uni. Écoutez le témoignage d'Olivier Duflo, il est guide touristique français installé au Sri Lanka depuis une dizaine d'années. Écoutez son témoignage. Je sais que je fréquente avec mes touristes, en général c'est des quartiers de minorité, des quartiers tamouls, des quartiers musulmans, et je sais qu'aujourd'hui très calme, même depuis 3 jours c'est très calme, mais non, on n'observe pas non plus, non, les gens n'ont pas peur, au contraire l'heure est plutôt au recueillement. Il y a une grande messe à Negombo tout près de l'église qui a été attaquée et toutes les communautés étaient représentées, musulmanes, bouddhistes, hindouistes et bien sûr chrétiennes. Donc oui, on est plutôt sur un message de rassemblement pour l'instant. Tout le monde est sri-lankais, tout le monde est représenté sur le drapeau sri-lankais par les couleurs. Après, voilà, on n'est pas à l'abri que des discours un peu haineux face sur face. Il peut y avoir quelques frictions. On a un clergé bouddhiste assez puissant au Sri Lanka. Même avant ces attaques, les minorités chrétiennes et musulmanes ont été impactées par des discours parfois un petit peu durs et haineux à leur encontre. On a une restriction au niveau des réseaux sociaux. On a des couvre-feux le soir justement pour éviter les rassemblements, éviter qu'il y ait des soucis et que les rumeurs se propagent. Pour l'instant, ça tient et ça se passe plutôt pas mal. Mais je pense que les prochains jours, les prochaines semaines seront cruciales. Voilà le témoignage donc de ce Français Olivier Duflo, Français à Colombo, joint par nos confrères de RFI Audrey, le Sri Lanka. C'était l'horreur. Bah, c'est clair que c'était l'horreur, surtout ne serait-ce que quand on regarde les images. Enfin, je veux dire, bon, après, je pense que n'importe quelle personne qui est normalement constituée, quand on regarde ça, c'était terrible. Enfin, après, moi, j'ai eu l'occasion d'écouter effectivement les témoignages des géographes et aussi des spécialistes donc de ce pays. Ce qui m'avait frappé, c'était de constater que même si effectivement les chrétiens sont en minorité dans ce pays, il y a quand même les différentes communautés vivent ensemble sans animosité en fait. Donc même si effectivement au départ il y a eu quelques suspicions, voilà, tant qu'il n'y avait pas de preuves, évidemment que, moi ça me paraît légitime qu'on soit très prudent quant au fait que tout un tas d'informations peuvent être divulguées alors qu'il n'y a pas de preuves. C'est pour ça que là. Oui. Effectivement, si Daesh revendique ces attentats, il me semble qu'ils ont pour habitude de fournir des preuves. Oui, absolument. Donc là, je suis assez. On peut parler d'une revendication opportuniste ? Je me pose la question. Ouais. Vraiment, je me pose la question. C'est probable que ce soit des personnes qui utilisent l'organisation de Daesh, parce que me semble-t-il, Daesh n'a plus autant d'impact, n'a plus autant de pouvoir qu'avant. Après, ça reste un symbole, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, après c'est facile de se dire être de Daesh, mais maintenant il faut pouvoir y avoir des preuves. Voilà, ouais. Et c'est pour ça que. Et c'est ce qui manque. Exactement. Donc moi je me pose la question. C'est quand même crucial quant à peut-être analyser ou vraiment vérifier le fait que ce soit revendiqué. Surtout en ce moment, on est dans une période qui est tellement compliquée avec ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Et je parle pas que de la Nouvelle-Zélande, mais là je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui est le plus proche. Mais quand bien même, enfin je veux dire, on ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça à tort et à travers. Bon, voilà. En tout cas, vos avis nous intéressent au 01 40 33 9000. Revendication opportuniste, hein, selon ce qui apparaît, bien entendu, avec donc c'est tout simplement voilà, sans preuve, sans vidéo, sans nom, sans rien quoi. Donc voilà, simplement revendication de Daesh. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous appeler. Sinon dans l'actualité, ma chère Audrey, l'opération qu'on pourrait qualifier de main propre algérienne, puisque elle se poursuit, puisque des têtes sont tombées dans le milieu économique, principalement des proches de Bouteflika. Les frères Koulinev, on en parlait hier, ont été arrêtés, mais aussi
un des opposants à l'ancien président algérien, la plus grosse fortune du pays, Issam Rebrab. Lundi matin, hier, les autorités annonçaient qu'il était interpellé, mais le groupe Civital, dont Issam Rebrab est le propriétaire, démentait. Cette nuit, le chef d'entreprise, 74 ans, a été placé sous mandat de dépôt et transféré à la prison d'El Harash. Selon l'agence officielle de presse officielle, donc il est poursuivi pour fausses déclarations liées à des transferts de capitaux vers l'étranger, surfacturation d'équipements importés et importation de matériel d'occasion. Issam Rebrab, 74 ans, est milliardaire, considéré comme la plus grande fortune du pays, parti de rien. Son groupe Civital couvre désormais toute une chaîne du marché de la fabrication de l'agroalimentaire à l'électronique, du BTP aux centres commerciaux en passant par la distribution. Il détient aussi le quotidien francophone Liberté. Son groupe a près de 18 000 employés, donc c'est quand même pas rien. Il est aussi celui qui a racheté le groupe Fabre-Bronte en France. Côté politique, Issam Rebrab a quitté l'organisation patronale, le FCE, en 2004, s'opposant au soutien d'Abdelaziz Bouteflika. L'homme veut avoir une image d'un homme qui n'est pas soumis au pouvoir. Au mois de mars, le groupe Civital avait annoncé publiquement son soutien au mouvement populaire et donc il a été arrêté et donc transféré à la prison en attendant donc le procès. On voit que évidemment les jugements se poursuivent et on voit qui sont visés, c'est-à-dire voilà le milieu économique. Ma chère Audrey, amie auditrice, auditeur, et c'est vrai que c'est un gros poisson là qui est tombé pour le coup. Oui, là ça c'est clair et franchement bon moi j'ai une petite connaissance maintenant à force de vous côtoyer tous là, mais là oui j'étais un petit peu surprise, mais bon en même temps vu la situation en ce moment voilà, il y a peut-être aussi une forme d'intimidation. Je me suis posé cette question. Est-ce que on cherche pas à intimider aussi d'autres industriels? Parce que c'est lui. Est-ce qu'il y en aura pas d'autres après qui vont suivre? C'est la question que je me suis posée. Mais bon. Un rejet en tout cas, un rejet des différents partis politiques et des leaders aussi qui ont tous été chassés les uns après les autres des manifestations. Comprenez-vous cette stratégie justement, parce que ça peut être considéré comme une stratégie du peuple qui décide de rompre tout lien avec tout le milieu politique algérien, de tous bords d'ailleurs, de toute l'opposition. Est-ce la bonne manière? Comment la qualifiez-vous? Bien, vous répondez à ces questions au 01 40 33 9000, évidemment avec nous en direct, ma chère Audrey. C'est une bonne chose comme ça j'ai envie de dire d'aller tout casser l'échiquier politique d'un coup. Et ben justement, c'est ce que j'allais ajouter. Je pense que c'est peut-être une façon de faire table rase du passé. Tout ce qui peut avoir une image avec le passé, que ce soit d'un côté comme l'autre, mais en fait ça peut permettre effectivement d'aller de l'avant. Voilà. Ouais. Et bon, après, si c'est une bonne chose, je sais pas, mais en tout cas, c'est compréhensible. Walid est avec nous. Bonsoir Walid. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, je suppose que tu veux nous parler d'Algérie, Walid, et nous parler. Ouais. Non mais oui, pas de problème. Si tu veux nous parler d'autre chose, t'es le bienvenu aussi, Walid. Alors, ton avis sur le sujet là, sur ce milieu économique qui est en train de tranquillement payer, j'ai envie de dire, à l'après Bouteflika là. Moi personnellement, je suis super content. Il était vraiment temps que ça commence. Parce que c'est quelques grosses têtes là qui détiennent le monopole économique en Algérie et qui empêchent les petites sociétés d'émerger ou qui empêchent les entrepreneurs ou auto-entrepreneurs algériens mais qui vivent à l'étranger de pouvoir évoluer en Algérie. Je pense qu'il était temps et que c'est quelque chose de très bien, il faut que ça continue. Ouais, tu es plutôt rassuré pour la suite? Bien sûr, quand je vois ça, franchement, moi, c'est quand la révolution a commencé en Algérie, moi, franchement, la première chose que je voulais, c'était déjà que le gouvernement disparaisse, et surtout, qu'en deuxième point, qu'on s'intéresse au milieu économique, parce que c'est vraiment un très 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 gros problème. Est-ce qu'on peut parler de véritable pillage du pays? Bien sûr, c'est des gens qui font tout par la corruption, qui s'enrichissent sur le dos des plus pauvres, qui ont des capitaux à l'étranger, qui investissent à l'étranger, qui envoient leurs enfants étudier à l'étranger. Voilà, je suis pas contre les riches ou quoi que ce soit. Oui, mais justement. Issam Rebrab, c'est quand même 18 000 employés quand même. C'est pas rien. Oui, bien sûr. C'est sûr que c'est quelque chose, mais c'est quelqu'un qui s'enrichit sur toutes ces activités. Algériens. Quand on voit le SMIC des Algériens, c'est pas grand chose. Et ce monsieur, travaille avec la corruption. Qu'est-ce qu'il fait d'autre?
dès qu'il y a une petite société en Algérie qui veut par exemple vendre des produits comme le beurre ou de la farine, l'huile ou quelque chose qui détient le monopole, il fait tout pour leur mettre des bâtons dans les roues et pour garder ce monopole. Et je trouve que c'est quelque chose de bien, il faut qu'il y ait une stabilité économique et il faut qu'ils fassent en sorte que toutes les sociétés, en fait, qu'il y a assez à manger pour tout le monde. Donc tout le monde doit en profiter. C'est pas qu'une seule personne qui doit en profiter et que tous les autres galèrent en fait. Ouais, absolument. Ouais, ça reste quand même une image forte, son arrestation. Hein. C'est ça aussi donc, qu'il faut retenir. Hein. D'ailleurs, il me semble que Gaïd Salah a fait... Justement, j'allais en parler, je la cherchais si tu l'as sous le... En fait, de mémoire, il me semble qu'il a dit que c'était une volonté on va dire, d'essayer de... Je vais vous la retrouver là. Oui, voilà. De mémoire, il expliquait que voilà, c'était une volonté de faire une intimidation envers le peuple algérien et le gouvernement en place et que cette arrestation, en fait, c'était une volonté de perturber en fait. Ouais. Alors Walid. Mais je l'ai pas. Il faut que je la cherche. Attendez, je l'ai moi. Ne vous inquiétez pas, elle est là. Hop. Alors, ça a été rapporté par notre confrère, notre consoeur Laïla Berato, qui est journaliste en Algérie, qui a fait un petit tweet donc tout à l'heure. Gaïd Salah évoque un plan malveillant dont les prémices sont remontées en 2015. Nous visons à démanteler les bombes à retardement qui ont implanté ces corrompus donc au sein de l'Algérie. Donc Gaïd Salah, voilà, il justifie un petit peu tout ça, Walid. Hein. De quoi, le fait de les arrêter, de les juger ? Absolument, oui. De toute façon, c'est une volonté du peuple, hein, rappelons-le quand même. Bien sûr. Après, moi, par exemple, personnellement, je suis originaire de Bouche-Bar-la-Rège. Ouais. Et là-bas aussi, on a une grosse fortune qui s'appelle Belhamadi. Ouais. Et c'est une personne en Algérie qui touchait des sommes du président Bouteflika. Quand il était venu à Bourges, je lui avais donné je ne sais combien de milliards pour soi-disant faire évoluer le commerce et la création d'emplois. Mais quand on va à Bourges, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas grand-chose. C'est un mec qui fait que de s'enrichir, qui fait que de se remplir les poches, qui investit à l'étranger, qui a un zoo dans sa maison, qui roule avec des grosses voitures. Et quand on va ça en Algérie, quand on voit des personnes qui mendient, qui vivent dans la pauvreté, et ce monsieur qui déjà est riche, et en plus de ça, qui a des sommes données par l'État pour faire des choses, mais qui ne sont pas faites à la fin, au bout d'un moment, le peuple en a marre, et on veut que ça change. Ouais. Alors, moi, je connais des petites personnes qui cultivent du miel, ou qui font du beurre, et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Dès qu'ils veulent se mettre dans le marché, tout de suite il y a des bâtons dans les roues, tout de suite c'est ces grosses têtes qui détiennent tout le monopole, qui font en sorte que ça avance pas, et c'est pas normal. Donc alors, le Gaïd Salah, le chef d'état-major, donc a tenu à rassurer et à redire, à rassurer le peuple algérien et lui assurer que l'armée nationale populaire continuera à l'accompagner avec la même détermination, résolution, suivant une stratégie bien étudiée jusqu'à la concrétisation de ces attentes légitimes qui commencent, Dieu merci, à porter leurs fruits progressivement jusqu'à ce qu'elles soient totalement concrétisées selon les étapes préconisées par l'armée nationale populaire, qui avait donc fait valoir l'intérêt national de la nation. Voilà, c'est la dernière déclaration de monsieur Gaïd Salah. Mais après, ce personnage, moi je trouve qu'il est assez complexe, parce que c'est une personne à qui on a du mal à faire confiance. Et quand on voit comment il fait les choses depuis la démission de Bouteflika, moi je pense que ça évolue bien, il y a des bonnes choses qui sont faites, mais il y a toujours cette petite question qu'on se pose, qu'est-ce qu'il a derrière la tête ? Pourquoi il fait tout ça en fait ? Alors, il y a un truc à voir. La raison d'État. Walid, il y a absolument un truc, je sais pas si t'es adepte de El Manchar, mais vraiment là, apparemment ça a l'air d'être sympa. Le prix du mètre carré qui s'envole à la prison de El Harrach. Ouais, c'est exactement ça, c'est les Algériens. Et dès qu'il y a de la tristesse ou quelque chose de mauvais, ils en profitent, on en rigole et ça fait plaisir. Ouais, heureusement d'ailleurs qu'ils sont là quand même. Hein. El Manchar, Dilem, tous ces grands, évidemment. Voilà. Merci Walid en tout cas pour ton avis. Juste une petite dernière chose par rapport au Sri Lanka. Je voulais présenter mes condoléances pour toutes les familles. Je sais pas s'ils m'entendent. Je trouve ça vraiment triste. C'est encore quelque chose qui salit l'islam et qui salit les musulmans. Ça fait mal au cœur. Sans aucune preuve, rappelons-le. Ouais, mais c'est là le problème, c'est même sans preuve, ça nous salit quand même, c'est les premières pensées qu'on a, comme la semaine dernière, vous disiez votre invité, dès qu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame, la première chose à laquelle on a pensé, espérant que ce ne soit pas des musulmans qui ont fait ça, on est toujours dans la crainte qu'on soit stigmatisé ou sali. Et moi, ce que je voudrais dire en fait, c'est que j'appelle le peuple, qu'il soit musulman, chrétien ou juif, d'avoir un minimum d'esprit, de pas toujours écouter, de pas
être tenté par la haine. Et parce que les gens qui ont ces idées et qui engrainent les gens à faire toutes ces conneries, à faire des attentats, eux, c'est des gens qui sont bien protégés, qui ne risquent rien, et les seuls qui payent, c'est le peuple et les innocents. Ouais, exactement. Donc, réfléchissez avant de faire une connerie. Et on est tous des êtres humains, on est tous des frères et sœurs. Quand on saigne tous de la même manière. Quand on souffre tous de la même manière. Donc, pensez à toutes ces personnes. Merci mon Walid, à bientôt pour ce message. Merci beaucoup. 01 40 33 9000 évidemment pour nous rejoindre, nous donner vous aussi votre avis, faire comme Walid. N'hésitez pas, le faire savoir, le faire valoir. 01 40 33 9000 donc. Et l'arrestation de Ebrab et la nouvelle déclaration de Gued Salah, voilà ce qui fait l'actualité du jour en Algérie. C'est une véritable fronde menée dans le milieu économique en ce moment, avec donc ces personnages arrêtés, mis en mandat de dépôt en attendant donc un jugement, un procès. 01 40 33 9000 qui est avec nous. Oui, bonjour, c'est Bachir de Paris. Bonjour Bachir de Paris, comment ça va Bachir? Bonjour. Ça va bien, Christophe? Ça va, écoute, je suis à 24 heures de mes vacances, donc ça va mon Bachir. Oui, top, là. Le grand forum reste là, mais moi je pars un peu, tu vois. Voilà. Tu reviens d'un gros week-end, tu repars en vacances, ça va, bien. Non, j'étais là hier mon ami. Hein. Ah d'accord. J'ai pas écouté. Voilà. Ils ont tellement l'habitude que je suis en week-end, ça y est. Bonjour Audrey aussi. Oui, bonjour Bachir. Oui, je voulais juste réagir sur l'opération main propre qui se déroule en Algérie. Oui. Pour revenir sur Monsieur Rebra, c'est vraiment pas le pire de tous les PDG. Je dirais même que c'est peut-être même le meilleur. Et pour revenir à Gued Salah qui se dit leader de ce mouvement, faudrait voir que ses fils sont eux-mêmes des PDG qui ont bénéficié de plusieurs contrats juteux. Parce que celui qui fournit les plateaux repas aux militaires, c'est le fils de Gued Salah. On va pas se mentir Bachir, on va pas se mentir. Il a soutenu le 5e mandat au départ. Bien sûr. Il a compris très vite la masse populaire qui était là, sortie dans la rue, et il a su, changer de sa veste rapidement. Voilà, c'est le seul truc qu'on peut lui reconnaître. Après, évidemment que lui non plus, il est pas propre. Hein. Ah bah non, surtout pas. Oui, il sauve sa tête aussi, quelque part. Mais il est intelligent, on peut pas non plus le reprocher. Hein. Là, pour le coup, il essaye de s'en sortir. Mais je pense aussi qu'on est en train d'assister à un remplacement des fidèles. C'est-à-dire, on avait l'équipe à Bouteflika et ils sont tous en train de se faire remplacer les uns après les autres par un nouveau clan, à mon avis, mais je sais pas ce que ça va donner. Ouais. Effectivement. Bon, Bachir, on reste quand même confiant pour la suite. Hein. Oui. Après, du changement, c'est toujours bon. Hein, mais bon, après, espérons qu'on va pas aller vers le pire. Mais le changement, c'est maintenant. Ça nous rappelle des trucs qu'on attend toujours. Je sais pas si François Hollande il va débarquer là-bas. Mais bon. Ah non, vaut mieux pas pour vous. Hein. Vaut mieux pas pour les Algériens. Hein. Parce que c'est pas pour demain le changement avec François Hollande. Aussi, une petite question aussi. Vas-y, je t'en prie, mon Bachir. S'il y a une élection présidentielle le 4 juillet en Algérie, est-ce qu'il y aura un déplacement de la radio là-bas? Une émission spéciale. Aucune idée, mais franchement, en toute honnêteté, l'élection du 4 juillet semble de plus en plus reportée. C'est clair, on commence à le comprendre, ça commence à apparaître les messages. Je pense que ça va être annoncé, sans faire de prédictions malveillantes, mais je pense que ça va être annoncé d'ici avant le Ramadan. Que cette élection ne peut pas être tenable. Faut être sérieux 5 minutes. Dès lors qu'on nous a annoncé cette date du 4 juillet, sachant les revendications du peuple, on a vite compris que c'était intenable. Voilà, dans les conditions actuelles, ça sera reporté, je pense, de quelques mois, bien entendu, mais ça paraît extrêmement compliqué. Là, il n'y a pas d'opposition. Qu'est-ce que vous voulez faire à l'élection? C'est pour ça que je dis ça. Le temps qu'une opposition concrète et on fasse le ménage, parce que c'est ce que demande le peuple, le départ de tout le système. Il va falloir être très 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 vaillant, parce que vous savez, un système comme celui-ci, et on en a connu, c'est comme une sangsue. Hein. Quand ça se colle vraiment. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Merci mon Bachir et merci, bonne continuation. Merci à toi. Au Sri Lankais, bien sûr. Exactement. Et, bonne continuation. Merci à toi. Bon, on continue évidemment de vous accueillir, d'échanger, débattre avec vous au 01 40 33 9000 avec notre invité qui est là, Salam Khan, qui est avec nous sur France Maghreb 2, que l'on va accueillir avec vous dans un instant. Ah, ça c'est un grand militant parmi les militants qui est avec nous aujourd'hui et on a la chance de l'avoir. Motivé, il l'est toujours, bien entendu. C'est moins qu'on puisse dire. En politique, il revient avec Génération S, Benoît Hamon, pour les européennes. À tout de suite sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. France
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum, messieurs dames, on est là, c'est l'une des seules et uniques émissions de liberté d'expression véritablement sur la bande FM. Ça se passe sur France Maghreb 2 évidemment, tous les jours de 16h à 18h et Audrey Pronostic est avec nous aujourd'hui. Et puis Salah Mokran aussi qui nous a rejoint. Bonjour Salah, comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais. Soyez le bienvenu, cher Salah. Un grand parcours, un grand monsieur qui a démarré une carrière. Alors, je sais pas si on peut dire une carrière politique. Moi, j'ai envie de dire plus une carrière de militant. Ouais, c'est plutôt militante. Voilà. Qui a fait d'ailleurs quelques soubresauts dans la politique. Donc, par exemple, en 2001, au municipal à Toulouse. Ouais, voilà. C'est-à-dire que oui, c'est vraiment un parcours militant et de temps en temps, on s'intéresse aux élections. Voilà. Alors, juste en un mot, parce qu'on en parle beaucoup évidemment ici, la situation en Algérie, vous la suivez un petit peu, ça là? Bien évidemment, bien évidemment. Alors à Toulouse, puisque je vis à Toulouse, c'est pas aussi massif que la place de la République, mais on a la place du Capitole où on a un rendez-vous tous les dimanches, comme un peu partout en France. C'est un petit rituel maintenant. C'est devenu un petit rituel et c'est un moment, je trouve. Assez alors d'abord très touchant mais c'est un moment important où on se rencontre entre Algériens ou Français d'origine algérienne. Il y a une grosse communauté à Toulouse d'Algériens? Oui, il y a une communauté assez importante. Traditionnellement à Toulouse, c'est plutôt des gens de l'ouest algérien. Ouais. Au Ramos Taganem. D'accord. Mais ça c'est vraiment lié à la génération de nos parents. Et aujourd'hui, quand même, on a des gens un peu de toute l'Algérie qui sont à Toulouse, quoi. Alors, Salah Mokran, on va en parler avec vous, un peu découvrir votre parcours. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on peut associer votre nom au groupe Zebda. Oui, c'est la famille. C'est la famille, évidemment. Mousse et Hakim. Et il y en avait un troisième qui s'appelait Majid. Majid, ouais. Voilà. Alors, motivé aussi, on en parlera, parce que c'est vous qui avez fondé c'est un collectif. Ouais, c'est ça, c'est une... On a écouté d'ailleurs la chanson tout à l'heure, Motivé. Ouais. Voilà, un chant des partisans. Très motivante. Également. Mais on accueille Nasser qui est avec nous par téléphone, auditeur sur France Maghreb 2. Salut Nasser. Salut, bonjour tout le monde. Salut Nasser, est-ce que tu connais le groupe Zebda? J'espère que oui Nasser. Hein, pardon? Tu connais le groupe Zebda? Évidemment. Bah oui, t'as fait tomber la chemise toi aussi hein. Tomber la chemise hein. Ah bah ouais, obligé. Alors Nasser. Il n'y a pas que ça. Mais bon, franchement c'est la bonne époque. Ouais mais ils sont toujours là, hein. Moussa et Hakim, ils sont toujours là et franchement ils donnent tout quoi. Et voilà, on les salue d'ailleurs. Il faut les revitaliser dans le vivre ensemble. Exact. Non mais c'est très important ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Ah ouais, parce qu'ils font partie du vivre ensemble ces gens-là. Et ouais, non mais c'est vrai, ils ont entretenu ce vivre ensemble. Ils ont été finalement, j'allais pas dire des pansements, mais bien plus que ça, justement pour préserver ce vivre ensemble en France. C'est vrai, non, c'est vrai, leurs chansons, leur message, très engagé. Le message et tout, ouais, non, c'était franchement, tout le monde vivait ensemble, il y avait pas un tel ou un tel ou un tel. Il y avait Jean-Pierre avec Moïse et Mohamed au milieu en train de danser, à la bien. À la bien, exactement. Nasser, alors l'Algérie. Ouais. Alors, moi pour l'Algérie, moi je te dis honnêtement, moi ce que je pense, c'est qu'il y a un conseil des sages qui se prépare. Ouais. C'est-à-dire sûrement des anciens candidats et anciens présidents qui vont faire partie de ce conseil des sages, parce que Ben Salah, écoute, il va craquer. Hein. Je pense que dans pas longtemps, là, dans la semaine ou peut-être mardi prochain, il va peut-être craquer. Ouais. Et il va être poussé vers la sortie lui aussi. Après, pour rejoindre l'auditeur précédent qui disait que les enfants Al-Gaïd Salah, effectivement, c'est pas des gens fréquentables. C'est pas des gens fréquentables. Ils font partie ils font partie de tout ça. Et je suis pas bien placé pour rentrer dans les détails. Mais je pense que l'Algérie, on va partir sur une issue où il va y avoir un conseil des sages. Et puis... Mais l'élection du 4 juillet te paraît tenable, toi? Non, c'est impossible. Bah oui, on est d'accord, ouais. Non, c'est impossible. Moi, je pense fortement que les prochaines élections présidentielles en Algérie, ça sera l'année prochaine. L'année prochaine ou au mieux en fin d'année, mais en tout cas pas pour le 4 juillet, c'est juste pas possible. Ouais. Même pas en fin d'année, ça va être l'année prochaine parce que tu sais, il y a des nouvelles oppositions à mettre en place. Enfin voilà quoi. Là, on était à l'époque de Hajj Moussa, maintenant il faut qu'on retrouve les Moussa al-Hajj. Donc
Donc, tu vois, enfin voilà quoi. Ouais. Merci mon Nasser en tout cas pour ton avis, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao ciao. Bon, alors Salam Okrane qui est avec nous. Alors Salam Okrane, il a fait une petite carrière politique avec le collectif Motivé, donc au municipal à Toulouse en 2001. Vous avez fait un bon score d'ailleurs. Hein. Ouais, on avait fait près de 13%, donc dans une ville, dans une grande ville comme ça. Non, c'était pas rien. C'est une ville traditionnellement de droite. Alors en fait c'est une région un peu particulière, c'est-à-dire qu'on a toute la région, enfin qui est de gauche, alors avec des guillemets je vais mettre puisque c'était essentiellement PS, mais Toulouse depuis de nombreuses années a toujours eu des maires de droite, sauf un mandat où il y a eu un maire de gauche jusqu'en 2014. Ouais. Alors bon score. Et puis ensuite donc vous avez un peu quitté la politique, vous dire, pour vous concentrer sur ce que vous peut-être aspirez le mieux, c'est-à-dire vous intéresser à différentes associations et surtout au quartier populaire. C'est un sujet qui est fréquent chez vous. Bah ouais, c'est de là où on vient. Alors en fait, effectivement, juste pour résumer un petit peu ce qu'on fait, on a une association à Toulouse qui s'appelle Tactique Collectif. Oui, absolument. On travaille beaucoup sur des questions. Ben voilà, votre auditeur précédent, il parlait de vivre ensemble par le biais de la culture, avec Hakim Mustafa sur les chansons de l'immigration, tout ce patrimoine culturel de l'immigration. Mmh. Et on travaille aussi sur un quartier qui est à Toulouse, le quartier d'où on vient, c'est les quartiers nord de Toulouse. Oui. Donc on a cette activité-là, mais pour nous et pour moi, cette activité-là, c'est ma base, quoi. Ensuite, on a toujours défendu l'idée, depuis 25 ans, 30 ans, qu'il fallait aussi qu'on soit présent dans le débat politique, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que sur le terrain, en fait, vous parliez tout à l'heure de votre association Tactique Collectif. Vous développez quoi exactement comme thématique par rapport justement au terrain? Ce qu'on développe, nous, il y a deux choses. C'est que sur les quartiers de Toulouse, oui, surtout ce qu'on développe, c'est défendre les initiatives des gens, c'est-à-dire défendre l'idée tout simplement que les habitants des quartiers, ils sont capables. Il y a des collectifs, il y a des gens qui veulent s'organiser. Quel genre d'idée? Alors là, par exemple, si je prends ce qui se fait là en ce moment à Toulouse, sur le quartier des Isards, par exemple, où on est très présent, on a un collectif. Bon, c'est beaucoup des femmes. Elles sont très actives sur les questions d'éducation. D'accord. Elles sont très actives sur les questions par exemple là, elle s'intéresse beaucoup aux questions d'alimentation, tout ça par rapport aux questions de santé et d'alimentation autour de l'idée. Voilà, elles sont donc après elles organisent. Alors ça se traduit de manière assez classique, plein d'activités, que ce soit des temps de rencontres publiques, ça peut être des repas de quartier, mais ça peut être aussi des débats et ça peut être aussi tout simplement être un interlocuteur pour la mairie, donc on a vraiment nous après. Disons que on essaie de se rendre disponible, c'est-à-dire on commence à être un peu des anciens quand même, des chibaniques on va dire, mais on essaie de se rendre disponible parce qu'on a de l'ancienneté, un peu de notoriété. Donc un peu plus de crédibilité. Et un peu de crédibilité, effectivement, voilà. Et du réseau aussi. Oui. Ouais, donc c'est très important et donc on essaie de se rendre disponible et d'accompagner les gens. Donc ça peut être ça, ça peut être accompagner une initiative sportive, on répond aux besoins des gens. Alors, votre ville, Toulouse, a été évidemment tristement au cœur de l'actualité en 2012, avec l'affaire Mera. C'est le quartier dont je parle, justement, le quartier des Isards. C'est dur de se remettre de cela après. Ça casse tout le travail que vous avez fait pendant de nombreuses années. Oui, ce qui est dur en fait. Alors, évidemment, je vais dire tout de suite que le plus dur, c'est pour les familles des victimes, évidemment. Bien sûr, évidemment. Ouais. Mais ce qui est dur, c'est que c'est vrai que on avait comment dire, ce qui est vraiment difficile, c'est du coup tout d'un coup il y a une image qui colle à la peau des gens du quartier, alors que sincèrement, et c'est pas pour se défausser de nos responsabilités si on doit en avoir, mais sincèrement ça n'a rien à voir avec le quartier. Vous n'avez pas reconnu votre quartier dans ce qu'on en a dit de vous, dans l'actualité, de ce qui s'est passé. Les gens étaient, il y a ce jeune là qui a commis ces actes horribles, qui effectivement a grandi dans cette cité. Mais moi, je crois que bien sûr, il y a
Bon, je veux pas me lancer. C'est tellement dur que c'est difficile de se lancer dans des interprétations. Mais en tout cas, par rapport à ta question, je pense vraiment que ce qui était dur, c'est pour les habitants du quartier, des gens, voilà, qui sont des gens normaux, qui travaillent, qui essayent de faire le. Qui n'ont rien demandé à personne. Qui n'ont rien demandé à personne, le mieux possible. Tout d'un coup, on dit les isards égale. On a associé. Mera. Voilà. Donc il a fallu faire un travail, voilà, où par les activités finalement on redonne envie aux gens de dire voilà, mais écoutez, bon, c'est remotiver un peu. Ouais, voilà. Non mais c'est vrai, il y a un peu de ça quand même. Ouais, bah oui, beaucoup. De remotiver tout ça. Voilà, non mais après il y a d'autres choses qui sont voilà, comme plein de quartiers en France, ce qui est terrible, voilà, c'est ces quartiers où pour les habitants, voilà, ils s'inquiètent pour leurs enfants. C'est logique. Voilà, il y a beaucoup de chômage. Voilà, c'est une histoire classique de tous les quartiers, quoi. Donc, Salam Okrane, vous qui êtes issu de ces fameux quartiers populaires, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, votre retour, si je puis dire, en politique, n'est-ce pas aussi peut-être une réflexion que vous vous êtes faite en se disant finalement, pour faire changer les choses dans les quartiers populaires, c'est aussi ça passe par un investissement dans la politique qui est complètement, j'allais dire, occultée ou ignorée dans les quartiers. Il n'y a qu'à regarder les taux d'abstention qui sont importants. Moi, je crois que ça passe par la politique. Je crois que ça passe par la politique. Je pense que on a à partir de nos expériences. Comment on est de voir arriver à ce constat? Mais en fait, quand on fait de l'associatif, comme je continue à le faire d'ailleurs, c'est très très utile. Mais il y a un moment, il y a une question qui se pose, c'est la question de la décision. Ouais. La responsabilité. Là, voilà, donc c'est ça qui nous a amené, nous, à Toulouse en 2001 pour la première fois à dire voilà, on va aller aux élections. Parce que il y a un moment, on a une question qui est posée, c'est qui décide et comment on pèse sur les décideurs. Ouais. Donc, et ça passe par la question politique. Et je crois vraiment qu'on a à s'interroger, alors notamment au niveau local, mais même au niveau national, sur qu'est-ce qu'on peut représenter dans le débat politique à partir de nos préoccupations, de nos enjeux, de ce qu'on vit. La politique, c'est quoi? C'est on est expert de nos vies. Moi, je dis toujours, voilà, moi j'ai été élu à Toulouse. Alors souvent, quand des gens du quartier me disent oui, mais mais pour être élu, non, pour être élu, il suffit de se présenter et donc qu'on vote pour toi. Mais il y a pas de diplôme pour être élu. Mais pour les citoyens. Comment vous l'expliquez justement ce fossé qui s'est creusé d'année en année entre les quartiers populaires et la politique? Plus personne n'y croit aujourd'hui. Les promesses non tenues, la gauche qui est pas au rendez-vous, parce que bon voilà, moi je suis de gauche, la gauche qui est pas au rendez-vous Est-ce qu'on peut parler de trahison de cette gauche vis-à-vis des quartiers populaires? Moi je pense qu'on peut parler de trahison. Je pense qu'on peut parler de trahison quand depuis maintenant je sais pas, 40 ans, on nous dit que, par exemple, je sais pas, si on prend le droit de vote pour les étrangers non communautaires, ça date de l'élection de Mitterrand en 81. En 2019, ça n'a toujours pas eu lieu. Moi, je pense qu'effectivement, dans une certaine mesure, c'est pour ça que je jette pas non plus la pierre aux gens, j'essaye de convaincre. Mais j'entends que les gens soient déçus, je comprends bien qu'ils sont déçus. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes-là pour qu'elles aient à nouveau confiance, justement, en la politique et en la gauche, en l'occurrence, puisque vous les représentez? Moi, je pense qu'il faut... Si je puis me permettre juste de compléter la question, ce qui est un peu contradictoire, ça là, si je puis me permettre, cette gauche que vous pointez du doigt, et pourtant c'est avec cette même gauche que vous allez aux européennes. Alors c'est bon, là c'est une gauche... moi, ce que sur ces Benoît Hamon, il était du Parti Socialiste. Absolument, mais il l'a quitté. Oui, bien sûr. Donc c'est un pari que je fais. Moi, c'est vraiment... j'ai fait le pari... Vous savez,
bon, moi j'avais pourquoi je me suis intéressé à Benoît Hamon, c'était au moment des présidentielles et il était encore socialiste. Et vous étiez conseiller d'ailleurs. Et j'étais conseiller pendant sa campagne. J'ai été sollicité. C'est la première fois de ma vie que je votais socialiste au premier tour, je veux dire, d'une élection. Moi, il m'a semblé que c'est quelqu'un qui amenait de nouvelles de nouvelles idées par rapport à des enjeux actuels, notamment. Bon, on en a beaucoup parlé, tous les enjeux liés au travail. Mais sincèrement, moi, je vais pas vous raconter d'histoire. Ce qui m'a interpellé, c'est que je pense que c'est le seul à gauche. Je parle pas de la droite, mais à gauche, c'est un des seuls qui a vraiment compris qu'il fallait sortir du piège identitaire et qu'il fallait sortir. C'est le seul qui, à un moment donné, sur des questions, parce que ça fait débat, sur les questions de laïcité, sur les questions des musulmans, qui a dit. Ce qui est central, c'est la liberté de choix. Ouais. C'est si les gens ils veulent croire ou ne pas croire, porter le foulard ou ne pas porter le foulard. Le plus important, c'est que les gens ne soient pas contraints. Oui. Et moi, ça m'a semblé une nouvelle manière d'aborder les choses. Le problème, c'est que ça ne correspond pas avec la doctrine du Parti Socialiste. Et c'est pour ça que Benoît Hamon, finalement, son programme n'avait rien du Parti Socialisme. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a bien vu à quel point il a été lâché. Ça a été le résultat dans les urnes. Il a été lâché, ouais, exactement. Ouais. Et du coup, vous leur dites quoi aux citoyens? Oui, ça, moi, ce que je leur dis, c'est que là, c'est à nous de faire. Ouais. Moi, je leur dis, voilà, on dit là, je suis avec Benoît Hamon parce qu'il conduit la liste, c'est vrai. Mais j'ai accepté de m'engager dans ce combat-là à partir aussi des propositions que moi j'ai pu faire dans le cadre de cette campagne. C'est-à-dire que je crois que nous, on a une. Par exemple. Quelle est la proposition que vous avez faite, cher Salah? Par exemple, moi j'ai demandé à ce qu'on mette l'accent sur des questions comme les questions de la jeunesse. Oui. Donc aujourd'hui, je vous prends un exemple, bon, là, puisque c'est les élections européennes. Tout le monde connaît Erasmus. Oui, bien sûr. Erasmus, c'est Bac plus 4. Oui. Et puis, donc, au final, voilà, bon, pour aller faire des études à l'étranger. Bon, au final, c'est une minorité de privilégiés. Donc nous, la proposition qu'on fait, c'est quoi? C'est de dire, il faut un Erasmus étendu à tous les jeunes et que pendant un an, qu'on soit étudiant ou pas étudiant, on puisse faire l'expérience d'aller circuler en Europe avec une bourse mensuelle, 850 € par mois, bon, ça a été chiffré comme ça, et puis aller faire un apprentissage, je sais pas moi, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, aller créer une entreprise, moi je crois que par rapport à la question des quartiers, puisque moi c'est très très important pour moi de toujours faire le lien avec ça, il faut que les jeunes des quartiers, ils aient la possibilité d'aller voir ailleurs. Il y a une autre chose que moi j'ai portée, que je continue à porter, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'histoire de revenu universel. Ouais. Moi je crois que au moins, les gens ont dit oui, c'est pas possible. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, quand on a moins de 25 ans, qu'on est sorti du système scolaire, on n'a pas droit à aucun des minima sociaux. Donc quand on est dans des familles pauvres, des familles précaires, comment ils font ces jeunes-là? Moi je dis c'est non-assistance à jeunesse en danger. Il faut qu'on trouve une solution pour tous ces jeunes qui, pour des raisons, quand même, quand on a 18-19 ans, la vie elle n'est pas terminée. Quand on a 20 ans, la vie elle n'est pas terminée. Elle commence. Donc il faut tendre la main à ces jeunes-là. Ok, ça s'est pas bien passé à l'école, mais le problème c'est que, moi je vais vous dire, je prends mon exemple, mais dans le sens, voilà, pour illustrer. Si mon fils, j'ai un fils de 16 ans, s'il sort de l'école, bon, j'espère que non, mais si ça marche pas, je fais partie d'une catégorie de gens qui pourront peut-être quand même l'aider, lui payer une formation, lui, vous voyez, trouver des solutions. Mais quand vous avez une famille monoparentale avec une femme, une maman qui a ses gosses, elle a son môme de 18-19 ans, et puis elle a des petits derrière et tout, comment elle fait pour son jeune de 20 ans? Moi je dis que c'est aujourd'hui on doit absolument trouver des solutions pour ces jeunes. Moi je suis obsédé par la question de la jeunesse, je vous dis. Voilà. Alors je rappelle aux auditeurs, auditrices sur France Maghreb 2 qu'ils peuvent évidemment poser des questions s'ils le souhaitent à Salah Mokrane qui est avec nous. Juste on quitte 2 secondes la politique là pour parler de Majid. Pourquoi vous êtes fâché avec lui? Bon, c'est là pour le coup, on peut dire que c'est de la politique parce que finalement. Majid qui faisait partie du groupe Zebda. Hein. Ouais, non, c'est pas qu'on est fâché, c'est on a eu des divergences. Bon, on se connaît depuis, on était à la maternelle ensemble. Par rapport à sa lettre.
par rapport à sa lettre et ensuite par rapport à son livre. Alors tout à l'heure on disait l'image qu'on donne de. Moi j'ai pas apprécié. On va juste rappeler, il a fait une lettre dans laquelle il disait carrément qu'il s'excusait de ce qui s'est passé en 2015. C'est ça que je me. Ouais, et puis qui disait en gros, je sais, ce qui s'est passé. Bon, il a été traumatisé comme nous tous par ce qui s'est passé. Ouais. Et puis il disait en gros qu'on n'avait pas assez aimé la France entre guillemets, c'était ça. Hein, il suffit de. Moi je dis comment nous. C'est dur de vous reprocher ça à vous parce que. Ouais, nous vraiment, comment ça fait 40 piges tous les jours on se bat. Ouais. Je veux dire, franchement, on devrait avoir des médailles. Ouais, c'est clair. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Les militants associatifs comme nous. Depuis les années 80, tous les jours au quartier, à essayer de sortir des jeunes, à monter des clubs de foot, à faire du soutien scolaire, toujours. Alors. Vous l'avez pris personnellement, donc. Non, on l'a pas pris personnellement, mais. Vous êtes reparlé depuis ? Bon, là, on se voit pas trop, voilà. D'accord, vous avez pris des chemins différents, absolument. Retour à la politique maintenant. Pourquoi Benoît Hamon ? Parce que même si vous y avez un peu répondu, mais j'aimerais quand même comprendre Benoît Hamon, qui était au Parti Socialiste, qui s'est retrouvé à être la surprise à l'issue des primaires, candidat pour le Parti Socialiste. Franchement, est-ce que vous attendiez à ce score de 6%? Non, je m'attendais pas à ça, mais je pense que par contre, moi, là où j'ai été surpris, même si pour le coup je savais que c'est un milieu très sans pitié. Ouais. Mais comme j'ai pu assister à une campagne aux premières loges, moi j'ai vu ce que pouvait être la trahison, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, en premier lieu. Ça a démarré avec Valls et puis ensuite on a bien vu les uns après les autres, les soi-disant personnes qui signent des attestations sur l'honneur en disant, je sais pas, vous avez regardé aujourd'hui, je sais pas si vous vous rappelez de Rugy qui il était candidat à la primaire. Manuel Valls, il était candidat à la primaire. Ouais. Donc, vous voyez, et puis après, on a vraiment assisté à quelqu'un qui s'est fait lâcher par son parti. Donc ça montre bien que finalement le Parti socialiste, alors, cette forme-là, elle est. C'est quand même très révélateur parce que comment voulez-vous que des citoyens aient confiance en un parti comme celui-ci? Là, je ne fais plus. Je parle de cet exemple-ci, mais vous savez, les gens, malgré tout, même si effectivement là, ce n'est plus le Parti socialiste, clairement, ils vont encore avoir cette idée en tête, en fait. Ouais, comme quoi il y a des relents un peu du Parti socialiste. C'est ça. J'entends, mais donc c'est pour ça que je vous ai posé cette question-là tout à l'heure. En fin de compte, c'était certainement pas pour vous mettre en porte-à-faux. Non, mais il y a pas de problème. Non. Moi, parce que j'imagine que parce que tout à l'heure vous m'avez répondu en plus, il faut agir, mais il y a des gens qui ne peuvent pas agir. Donc comme ils ne peuvent pas agir, ils ont confiance en ceux qui le peuvent. Ouais. Mais comment leur faire confiance? Parce que bien évidemment, même si ce sont des gens qui s'y connaissent pas forcément en politique, ils se disent par état d'esprit personnel, ils vont se dire voilà, j'irai pas voter à droite clairement, donc je vais rester sur mes idées de gauche. Sauf que le problème, la gauche n'a pas répondu à leurs attentes et aux attentes de beaucoup de gens d'ailleurs. Et c'est ça en fait qui peut poser problème. Mais mais je comprends très très bien ce que vous dites. Moi, ce que je dis, c'est que c'est en étant nous-mêmes acteurs. Alors ça peut être. Moi, je vais vous dire sincèrement, je vous dis déjà de base, je pense que le principal c'est d'agir. Donc moi, par exemple, j'ai des amis qui agissent dans d'autres courants politiques. Mais le principal c'est d'agir. C'est-à-dire qu'en gros, faut qu'on arrête d'être spectateur de la vie politique. Ouais. Donc il y a effectivement là, puisqu'on a parlé du Parti socialiste, il y a effectivement mais ça on le sait depuis longtemps, donc il y a des organisations politiques qui ne sont pas des organisations politiques qui défendent nos intérêts. Donc là il y a une tentative. On verra ce qu'elle va donner. Elle est toute fraîche, elle a 2 ans, avec Génération, de proposer une organisation politique où on a une relation différente à la décision. Vous pensez que c'est clair dans l'état d'esprit des gens? C'est peut-être pas clair, mais comme je dis là,
là, pour ce mouvement-là, les élections européennes, c'est la première élection, c'est la première. Ouais. Donc, et d'ailleurs, je vous cache pas que c'est pas moi, ce qui me préoccupe particulièrement, c'est l'abstention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est élections les plus boudées. Et pourtant, c'est de ça dont je parle. Et pourtant, elle est extrêmement importante. Parce que 70% des 75% des décisions sont à l'échelle européenne. Hein. Et puis moi, je prends, comme je dis toujours, il y a un critère, par exemple, qui peut nous dire que c'est important, l'Europe, c'est regardons les centaines de millions d'euros que dépensent les lobbies pour influencer la décision politique. Eh oui. On en parle avec vous, cher Salah, vous êtes notre invité ici. S'ils mettent autant d'argent, c'est que c'est important. Sur France Maghreb 2, avec les auditeurs au 01 40 33 9000, s'ils souhaitent évidemment vous interpeller, vous poser des questions. Et on pose des questions sans langue de bois, cher Salah, ici. Vous l'avez compris, je pense. Dans un instant, une petite parenthèse avec un avis tranché signé Audrey Pronostic qui va signifier son soutien à un journaliste qui a eu quelques problèmes lors des manifestations des Gilets jaunes samedi dernier lors de l'acte 23. On va en parler d'ailleurs des Gilets jaunes, mon cher Salah. Est-ce que sous Benoît Hamon, ça aurait été différent? C'est la question qu'on peut se poser comme question. Oui, parce que là, j'ai l'impression que c'est quand même, Emmanuel Macron, ce n'est pas pour dédouaner un peu ses responsabilités, mais il est en train de payer finalement l'incapacité de pouvoir politique respectif depuis 20, 40, 30 ans. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le verre qui a débordé. Et aujourd'hui, on en est où on en est, c'est-à-dire à l'acte 23, incroyable depuis le 17 novembre. Chaque samedi, des manifestations. De plus en plus violent. Culucru, effectivement. Dans un instant, on est de retour avec vos avis, avec vos appels au 01 40 33 9000. Salam Okran qui est avec nous sur France Maghreb 2. À tout de suite. LGF, le grand forum avec Audrey Pronosti et notre invité aujourd'hui, Salam Okran, qui est avec nous, qui est donc sur la liste des européennes avec... c'est un mouvement, c'est un parti Génération S. C'est on peut dire que c'est un parti, c'est un parti, voilà, de Benoît Hamon. Et vous êtes 5e. Et vous me disiez d'ailleurs en antenne très justement que parmi les 5 premiers sur la liste, il y a quand même 2 représentants des quartiers populaires, vous et une autre personne, Sarah Souili, donc qui est seconde, voilà. Qui est pas rien quand même. Non, ce qui est pas rien, c'est pour ça. Donc c'est un message là aussi. Que je disais exactement, c'est un message. Je disais tout à l'heure, quand on me demande est-ce que je vais avec Benoît Hamon, oui. Mais je pense que Benoît Hamon aussi, c'est un des rares qui a fait, il l'a pas fait tout seul d'ailleurs, le choix c'est un mouvement, mais voilà, c'est un des rares mouvements qui a choisi de placer dans les 5 premiers 2 personnes qui sont issues des quartiers. Ça marche, comme quoi l'investissement politique, ça prend du temps, mais on peut arriver à faire passer des idées. Vous en êtes un exemple concret. Petite question par rapport à la présidentielle. Pourquoi l'accord avec Jean-Luc Mélenchon n'a pas été trouvé ? Pourtant, il aurait pu changer bien des choses. Ouais, mais je pense que... Alors bon, là, sincèrement... C'est quoi, c'est l'histoire d'ego ? Non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment des logiques de système, quoi. C'est-à-dire que on a vraiment des formations politiques. Je pense que c'était... Bon, en plus là vous me posez une question qui me dépassait un peu, quoi, à mon niveau. Mais non, je pense que vraiment on avait, au-delà de la question des égos, des enjeux qui étaient des enjeux liés à ce qui était déjà engagé, et on avait... je crois que c'était impossible en fait, quoi. Ouais, c'est impossible. Et pourtant, elle aurait pu changer bien des paramètres, quand même, cette alliance. Oui, certainement, mais je pense que ça aurait dû... Même s'ils étaient en désaccord sur certains sujets, mais dans la globalité, on va dire dans la grande partie, il y a quand même quelques sujets en commun avec Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Ouais, il y avait des sujets en commun, bien sûr, même sur l'essentiel des propositions, il y avait des points communs. Après, je pense vraiment que là, le problème en fait, quand je dis que c'est un problème de système, ce que je veux dire, c'est que en France, moi, je suis sorti de cette campagne encore plus opposé au régime présidentiel. Ouais. Alors justement, tiens, En Marche, qui est un véritable aspirateur, vous avez échappé à cette aspiration. Ah non, moi j'ai des convictions, donc moi je veux bien aller un jour à droite, un jour à gauche. Je suis pas une girouette, quoi. Je veux dire, moi j'ai un engagement, je veux bien faire quelques petites concessions sur tel ou tel aspect, mais là c'est plus des concessions qu'on m'aurait demandé de faire, quoi. Ouais. Par exemple sur la laïcité, Emmanuel Macron a pas été
non plus le pire, on va dire, sur le domaine, sur les quartiers populaires. Non, mais vous savez, c'est pas le pire, mais En Marche, vous avez tout et son contraire. Oui, c'est ça. C'est un aspirateur, voilà. C'est-à-dire c'est-à-dire que là, par exemple, si on prend en ce moment, vous avez un député qui s'appelle Aurélien Taché, qu'on a qui reçu est excellent sur les questions de laïcité. Et puis en face, vous pouvez avoir Aurore Berger ou Nathalie Loiseau, là, en ce moment, là, qui viennent de, je sais pas si vous, qui a oublié, elle savait, elle avait un passé, elle a été, quand elle était étudiante, elle était candidate sur une liste étudiante d'extrême droite, et puis elle a oublié, elle savait pas, elle a fait Sciences Po, mais elle savait pas que c'est une liste d'extrême droite. Bon, voilà, quoi. Donc, la mémoire qui flanche. Voilà, quoi. Bon, nous, on a, c'est pour ça que je dis il y a tout et son contraire, c'est-à-dire que c'est quasiment un recrutement sur CV, quoi. Chez En Marche, quand ils ont cherché les candidats, donc à Toulouse, par exemple. Moi, je préfère avoir des candidats. Moi, j'étais candidat aux législatives, justement. Pas du PS, mais aux dernières législatives. Et dans ma circonscription, là où j'étais candidat, il y avait le candidat d'En Marche. Il a été député, du coup. Il est quelqu'un du MoDem, mais au moins, je savais à qui j'avais affaire. Dans la circonscription à côté, il y avait une dame qui a été élue députée. Elle est, je sais plus qu'elle était numérologue ou astrologue ou. Oui, mais elle a été élue. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle a été élue, il n'y a pas de diplôme pour être. Exactement. Donc, elle a été élue, mais la dernière fois, la législative, bon, passez-moi l'expression, mais si on prenait Hamar, on lui mettait En Marche sur la tête, il était élu. Hein. Oui, c'était tendance, on va dire. On va voir si ça va être le cas aujourd'hui. Donc vous pensez que du coup les citoyens réfléchissent pas alors? Non, je pense que les citoyens réfléchissent justement, mais je parlais tout à l'heure de système. À partir du moment où on a inversé le calendrier électoral et où on a dit, en gros, on élit le président. Et qu'ensuite on fait la législative derrière, les gens veulent donner les moyens au président de gouverner. Ce qui représente une certaine logique. Exactement. Quelque part. Salam Ankran, notre invité avec nous sur France Maghreb 2. Si vous souhaitez lui poser des questions, un grand militant et connaisseur des quartiers populaires et acteur aussi. 01 40 33 9000. Ma chère Audrey, t'es prête? Oui. Ah, bah c'est bien. Donc tu vas découvrir Salah. Ce qui est l'un des rendez-vous importants de cette émission, ça s'appelle La Vie tranchée, où je propose à mes chroniqueuses, de pouvoir s'exprimer, de choisir un sujet de leur choix, de l'argumenter, de nous le poser sur la table en clair, et après on en discute. C'est ce que va tenter de faire Audrey. Pronostic tout de suite. Audrey Pronostic a décidé de revenir sur l'acte 23 des Gilets jaunes avec un journaliste en particulier à qui tu as envie d'apporter ton soutien puisqu'il a été arrêté et placé en garde à vue pendant 48 heures. Eh bien oui, Christophe, aujourd'hui je suis en colère. Je veux témoigner mon soutien à Gaspard Glans qui a été arbitrairement mis en garde à vue lors de la 23e journée de la manifestation des Gilets jaunes, donc c'est-à-dire samedi dernier comme tu viens de le préciser. Christophe, Gaspard Glans, qui c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien c'est un journaliste indépendant, il est fondateur de l'agence Taranis News, il est vidéaste aussi, mais surtout spécialiste des images d'immersion dans les manifestations. Alors, un petit rappel des faits pour comprendre. Samedi 20 avril, vers 16h, il a été placé en garde à vue. Que lui reproche-t-on? Eh bien, c'est bien là le problème. Après une bousculade avec des CRS, Gaspard Glans réagit d'un doigt d'honneur. Forcément, vous doutez bien, c'est l'outrage, mais si ce n'était que cela à la limite, Eric Glans écrivait dimanche sur son Twitter, quelqu'un de sa famille: je viens d'avoir confirmation à l'instant de la prolongation de 24 heures de la garde à vue de Gaspard Glans, au motif que, eh bien, il n'y a pas de motif. Ce qui fait un acte totalement arbitraire et révoltant. Et c'est pour ça que j'ai repris exactement cette citation au début de cet avis tranché, parce que je suis totalement d'accord avec ça. Mais bon, en fin de compte, tu m'étonnes que c'est révoltant. D'autant que, selon Le Monde, non seulement il a été embarqué, et il a été gardé en totalité 48 heures. 48 heures de garde à vue. Mais bon, ce qu'on lui reproche n'est certainement pas à la hauteur, et ça vraiment je le souligne. On parle d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, selon l'article 433.5 du Code pénal, mais aussi
pour participation à un groupement en vue de commettre des violations ou dégradations lors de rassemblements des Gilets jaunes. Je précise exactement le chef d'accusation parce que ça me semble complètement hallucinant qu'on puisse accuser quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas encore commis. Alors ça, c'est quand même pas mal. Hier, il a été déféré donc au tribunal de Paris en vue d'une convocation pour une audience ultérieure. Donc concrètement, son avocat Raphaël Quinze n'hésite pas à parler d'harcèlement. Sincèrement, on peut le comprendre. Un rassemblement de soutien s'est mis en place hier devant le commissariat du 12e arrondissement. C'est dire que cet état de fait ne laisse personne indifférent. Et pour cause, clairement, on peut parler d'atteinte à la liberté de la presse et de la liberté d'informer. C'est ça qui me révolte. Bien sûr, son avocat ne s'est pas privé de le mettre en avant. Bah oui, forcément, il a vraiment tort de s'en priver. Donc, si on se penche sur la durée de la garde à vue, clairement, il y a de quoi se poser des vraies questions. Il y a de quoi se demander quel est le délai, enfin du moins quel crime implique une garde à vue aussi longue. Bah oui, enfin moi je dis ça, je dis rien. Enfin si, en fait je dis quelque chose en fait. C'est un vrai scandale. Donc, garde à vue disproportionnée et illégale selon l'avocat, je cite. Non, parce que clairement, on lui reproche un doigt d'honneur. Moi je suis d'accord, ok, pas de souci. Mais comme le dit très bien son avocat, encore je le précise, une simple convocation au tribunal, et ça aurait suffi. Alors pourquoi autant, pourtant autant de bruit quoi. Je précise que l'interpellation a été filmée, oui, par des images de hors-zone presse, et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce geste a été suivi justement de la bousculade, comme je vous l'ai expliqué ce matin, donc il y a des preuves à l'appui, celle d'un policier. Gaspard Glans avait demandé à parler à un commissaire après avoir été visé par un tir de grenade lacrymogène. Vraiment, lorsqu'on entend cette histoire, les questions que l'on peut se poser sont les suivantes. Pourquoi un homme tel que lui est-il gardé aussi longtemps? Mais ça j'ai déjà dit tout à l'heure, mais tellement ça me révolte, je suis obligée d'en reparler. Représente-t-il une menace pour l'État? Y a-t-il une volonté de faire une intimidation politique? Le métier de journalisme est-il en danger? Ou encore, cette arrestation est-elle le symbole d'une crise entre les citoyens et les forces de l'ordre? Oui, parce que finalement, ce monsieur est interdit de se rendre à Paris tous les samedis, ainsi que le 1er mai bien sûr, tant qu'à faire. Autrement dit, tous les jours de manifestation jusqu'au 18 octobre, date de son procès. Voilà. Allez, circulez, il n'y a plus rien à voir. Merci Audrey. Ça là justement sur ce journaliste et sur ces journalistes aussi qui sont visés chaque samedi par la police de Castaner et de Macron. Cette violence policière que les quartiers populaires connaissent forcément bien et depuis de nombreuses années, qu'aujourd'hui les citoyens lambda découvrent. Comment la qualifiez-vous aujourd'hui? Mais là, je pense que là on a atteint des niveaux en termes de répression, mais surtout d'atteinte aux libertés publiques. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Bon là, pour faire référence au billet qui vient d'être dit à propos de Gaspard Glans. Vraiment, là, on est à un niveau de... Moi, je vous disais en aparté tout à l'heure, aujourd'hui, Benoît Hamon, justement, il est en Hongrie. Il a fait, dans le cadre de la campagne des Européennes, dans la Hongrie de Orban, dont le thème était, justement, la liberté de la presse. Donc, qui aurait pu penser que ce qu'on dénonce en Hongrie, on peut le dénoncer en France aujourd'hui, quasiment quoi. Donc on a vraiment. Et puis ce que je veux dire aussi, c'est que ça devient. Toulouse est une place forte des Gilets jaunes. Il y a des manifestations très importantes. Et régulièrement, les journalistes. Et là, pas samedi dernier, le samedi d'avant. On a eu carrément des journalistes, photographes, caméramans, vidéastes, mais aussi des journalistes, cartes de presse, qui ont été délibérément visés. Ouais. Donc, quand on fait ça, c'est quoi? C'est la liberté de la presse qu'on vise? C'est la liberté d'informer? C'est la liberté d'informer, c'est la liberté de la presse, c'est la liberté publique, parce que vraiment ces journalistes-là, ils sont témoins. Quand ils sont objectifs, ça ne veut pas dire que c'est des gauchistes ou des affreux révolutionnaires. Ça veut dire que ce sont des gens qui rendent compte de ce qui se passe. Exactement. Et ils ont rendu compte de ce qui se passait.
Et on a eu, pour élargir au sujet des violences, je conseille à vos auditeurs, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France, la section de Toulouse, ont la semaine dernière présenté un rapport d'observation depuis 2 ans des violences policières. Et donc notamment de ces derniers mois, avec pendant les manifs des Gilets jaunes, bon, c'est édifiant, quoi. C'est un rapport qui est accablant et avec des. Ça, c'est quelque chose que vous voulez combattre. Évidemment. Et, alors pour dire par exemple à quel point ça peut. Alors je me permets de faire le lien avec cette question des élections européennes. Dernièrement. Des députés, dont les députés Génération qui sont, il y a 3 députés Génération au Parlement européen qui ont quitté le Parti socialiste, qui sont des avaient pris l'initiative de proposer au Parlement européen une réglementation pour condamner l'usage du LBD, des flashballs. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on c'est-à-dire que c'est un usage qui existe depuis très longtemps dans les quartiers populaires. Absolument. Donc absolument. Et c'est vrai que un rare pays encore en Europe à l'utiliser. Alors à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, on se rend compte à quel point moi, vous savez, on parle d'armes non létales. Moi, je parle d'armes moins létales. Ça veut dire qu'armes non létales, ça veut dire qu'ils ne donnent pas la mort. Moi, je dis qu'ils donnent moins la mort. Parce qu'il y a eu des morts avec le LBD aussi. Bien sûr. Et je pense qu'on a, c'est une des choses, moi en tout cas, c'est une des raisons, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai envie de m'engager dans cette campagne-là et j'espère être député européen. C'est parce que je pense que ce soit sur le flashball, que ce soit sur les méthodes d'interpellation, on a aujourd'hui en France des choses, qui sont inacceptables et qui sont interdites dans d'autres pays. C'est ça. La clé d'étranglement, le plaquage ventral, des choses comme ça qui ont causé des morts ces dernières années en France. Ah oui, l'affaire Adama Traoré par exemple. Adama Traoré, Wissam El Yamni. Aujourd'hui même, je crois qu'hier c'était l'anniversaire de la mort du frère de Amal Bentoussi. Des choses comme ça. Donc à chaque fois, bon là c'était par balle, c'était pas. Mais à chaque fois on a mais cette méthode d'interpellation, elle est même interdite dans certains États des États-Unis, en Californie. C'est pour dire. C'est à un moment donné, il faut proscrire ce type on n'a pas besoin de s'asseoir sur quelqu'un, sur le dos de quelqu'un pour l'arrêter. Alors le projet européen de Génération, c'est de ne pas laisser en tout cas une certaine caste au pouvoir et diriger l'Europe. Disons qu'il y a, alors, par rapport à cette question des castes, je le disais tout à l'heure, il y a la question des lobbies. C'est-à-dire qu'en France, en extrêmement Europe, importants. Bon, nous on fait une proposition qui est simple. Par exemple, c'est de dire, à partir du moment où il y a une réunion, ils sont très 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 importants. C'est-à-dire les députés européens sont sollicités en permanence par des lobbies, les industriels, financiers, et puis notamment ceux du numérique, ils sont ils font beaucoup donc ils invitent des députés, ils font des repas, ils font des soirées, et à la fin ils leur amènent des textes de loi tout prêts. C'est-à-dire les députés, ils ont même plus à écrire. Et c'est comme ça que c'est comme ça que le glyphosate est toujours pas interdit. Donc nous ce qu'on propose, c'est les lobbies, c'est comme ça, c'est normal qu'il y ait des gens, on peut dire ça. Mais nous on propose le lobby citoyen, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une réunion avec des lobbies industriels, qu'on organise la possibilité qu'à la même réunion, de manière obligatoire, soient présents des syndicats, des ONG, des associations. Et ces lobbies, justement, ils seront pas présents ? Si, moi je pense que le fait que des lobbies rencontrent des décideurs européens, mais c'est même vrai en France, je veux dire, que les gens passent leur temps à vouloir influencer la décision politique. Ça, on peut pas l'interdire. Par contre, on le fait nous aussi à notre petite échelle. Exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est nous représentants de associatifs, on peut demander à rencontrer des élus, à dire voilà, il faut changer telle ou telle chose. Non, la seule chose qui est importante, ce qui est le plus important pour démarrer, c'est la transparence. Voilà. Et du coup, c'est ça qui peut rassurer. Donc c'est vrai qu'on a et moi je crois que
les Français en général, et les gens des quartiers en particulier, pensent que l'Europe c'est loin, mais non, c'est pas loin. Ça décide beaucoup de choses dans la vie, dans notre vie au quotidien. Pratiquement 70% des lois. Et il y a et moi je crois que c'est un niveau aussi qui est très important. C'est une des raisons pour lesquelles moi je m'engage dans cette campagne électorale. C'est qu'il y a des sujets, on ne pourra pas les régler si on les règle pas au niveau international ou au niveau européen. Ouais. La crise des réfugiés, ça ne peut... la crise des réfugiés, quand je parle du malheur, hein, parce que pour moi c'est pas une crise, hein, des gens qui cherchent, mais le malheur la situation qui fait qu'on a des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. Ça ne peut se résoudre qu'avec les pays voisins, on est bien d'accord. Faut pas qu'on s'étonne toute l'Europe a abandonné l'Italie à cette question. Il faut pas s'étonner après que ça vire à l'extrême droite là-bas. Hein. Et que l'Italie ne soit pas trop notre copain. Et donc du coup aujourd'hui, le gouvernement français, quand l'Aquarius a erré en Méditerranée, le gouvernement français n'a pas voulu l'accueillir dans les ports français. Que ce soit dans le port de Marseille, que ce soit dans les ports de Corse, que ce soit au port de Toulon. Non. Donc je pense que c'est vraiment absolument et totalement indigne. Moi je crois que cette question des migrants et des réfugiés, c'est quelque chose qu'on doit régler de manière... Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde et on ne peut le régler qu'au niveau international. Ouais. Oui, alors donc pourquoi, la question est toute simple, pourquoi voter Génération S? Pourquoi voter Benoît Hamon? Pourquoi voter Salah Mokrane et tous ceux qui sont sur la liste le 26 mai prochain? Parce que si on va avoir des députés qui représentent la défense des intérêts des citoyens, des députés qui représentent ce que nous on a appelé le New Deal écologique, c'est-à-dire que l'idée en fait c'est de relancer la construction européenne à partir de la question de l'écologie et d'investir. Aujourd'hui, en fait, on a une Europe qui est en panne, totalement en panne. Oui. Je vais vous donner un exemple, juste pour avoir des comparaisons comme ça en tête. Le budget de l'Union européenne, c'est 1% de la richesse européenne pour 27 États, à peu près 400 millions d'habitants. Le budget fédéral américain, pour donner un peu des ordres d'idées, c'est 25% de la richesse des États-Unis. Donc ça veut dire que aux États-Unis, on consacre 25% au fonctionnement de l'État fédéral. En Europe, non, mais c'est pas le même système. Moi, je suis fédéraliste. Moi, je pense que aujourd'hui, on doit avoir. Oui, mais l'Europe ne fonctionne pas comme ça pour l'instant. D'une certaine manière, si, parce que, comme on le disait, en dehors des questions régaliennes que sont la défense et les affaires internationales, on a 70% des lois françaises, 70 à 80% des lois françaises, qui sont tout simplement la déclinaison du droit européen. Oui, mais on n'a pas d'économie fédérale. Mais on n'a pas d'économie fédérale. Mais on a l'euro quand même. Une petite question signée Abdeslam Itaj, chroniqueur dans le LGF, élu Modem en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Abdeslam. Bonsoir tout le monde, bonsoir Audrey, bonsoir à votre invité. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'avais deux petites questions. La première, moi j'entends votre intention, elle est louable et vous dites combattre les lobbies et créer un lobby citoyen qu'on aura à écouter. Mais j'ai envie de dire que vos prédécesseurs au Parti Socialiste, je pense à Manuel Valls en l'occurrence, à l'époque, il y a quelques années de ça, il était aussi sincère que vous et il plantait des oliviers pour la Palestine. Et que subitement, moi, je suis pas parti il a été rattrapé hein. par un lobby, puisqu'il a annoncé qu'il était éternellement lié à Israël de par sa femme. Et on mais connaît l'histoire. Abdeslam, Salah Mokrane n'est pas au Parti Socialiste, ça t'aura pas échappé quand même. Hein. Dans l'inconscient collectif. Et lui, c'est un élu Modem, donc je pense que... Je vois que monsieur connaît mon parcours. Il n'est pas si innocent. Pas si innocent, oui. Je veux juste dire, c'est quand même le même ADN. Non, mais non, Abdeslam, arrête. Arrête, ils essayent de s'en démarquer, justement. Non, mais voilà, là, par contre, alors là, pour le coup, ils expliquent... Moi, je veux parler du serment de Gaza. Des gens qui ont dit qu'ils ne voteraient plus jamais socialistes, quand on entend justement le gouvernement précédent qui disait qu'au moment où les enfants étaient bombardés sur les plages, qu'Israël avait le droit de se défendre. En 2014. Beaucoup de gens ont pris cette position et on fait le serment de Gaza de ne plus jamais voter socialiste. Oui. Alors vous allez me dire oui mais c'est pas socialiste, c'est Génération S, mais Génération S, on connaît le parcours de Benoît Hamon, il a longtemps... Alors,
qui sont en désaccord manifeste avec Manuel Valls, ça je peux l'entendre. Oui, ça, on et a en même compris, temps, c'est acté. je comprends complètement et je m'appelle. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé Bilal Hamon, je vous dis. Ouais. Oui, et ben, vous voulez que je vous fasse une confidence? Allez, vas-y. Eh ben, ma femme a voté pour Bilal Hamon. Parce que justement elle avait été touchée par le fait qu'il ait dit Bilal Hamon. Et vous voyez, chez moi c'est pas la dictature. Quand ma femme a dit qu'elle avait voté pour Bilal Hamon, j'ai pas insisté, je l'ai laissé. Vous êtes un vrai démocrate. Je l'ai laissé dans son erreur. Ils sont démocrates au Modem, hein, c'est pour ça qu'ils ont du mal à exister. Non, c'est petit. Là, Christophe. Oh, non, c'est pas gentil. Moi j'aurais pas osé. Ouais, franchement, ouais. Bon. Non, je plaisante, évidemment, il le sait, Abdeslam. Abdeslam, Oui. t'as une autre question parce que là il y a la pub, alors rapide. Non, c'est bon, c'était tout. Bon, ok, ça va. Merci Ok, à vous. Merci mon Abdeslam Itache. Donc dans un instant, on conclut tranquillement avec Salah Mokran qui est avec nous et le Libertad. Tu vas découvrir les auditeurs, ce qu'ils ont à nous dire. 01 40 33 9000 à tout de suite. Restez bien branchés sur la plus belle des radios, France Maghreb 2. C'est là que ça se passe. Je sais qu'elle n'aimait pas à Toulouse, mais l'application France Maghreb 2, on peut la télécharger évidemment. Et puis le site internet www.francemaghreb2.fr. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, je suis vraiment ravi de vous recevoir ça là parce que voilà, je vous connais de loin, j'ai pas eu cette chance de vous rencontrer, je vous connais de loin forcément, tout le monde vous connaît parce que vous êtes derrière le mouvement Motivé, le groupe Zebda, c'est vous, voilà, et toute ce vivre ensemble que le groupe Zebda a pu faire passer dans leurs chansons avec des messages extrêmement militants. Et je pense qu'on peut pas vous faire le procès ici de ne pas avoir défendu la Palestine. Vous l'avez fait d'ailleurs. J'avais juste envie de dire un mot là-dessus parce que ouais. Bon, que les choses soient claires. Alors déjà, bon, pour moi-même et jusqu'à aujourd'hui, avec d'ailleurs mon association de tactique collectif, on est membre de tous les collectifs locaux Palestine et on a organisé à Toulouse. On organise régulièrement avec les d'autres des manifestations. Enfin bon, je vais pas aller plus loin là-dessus. Je veux dire, la Palestine, c'est pratiquement une identité politique pour nous. Hein, je veux dire, ça fait partie de notre ADN, quoi. Donc je comprends ce que disait l'auditeur précédent. Et après, pour défendre un petit peu Benoît Hamon là-dessus, je rappelle que pendant la présidentielle, c'est un des seuls candidats qui a reçu le président Abbas. Et qui a clairement donné, d'ailleurs ça lui a aussi coûté effectivement quelques inimitiés, voilà, quelques propositions pour la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, ce qui n'est toujours pas le cas d'ailleurs, mais bon voilà. Mais ceci dit, voilà, non, là moi je suis allé en Palestine, la semaine dernière j'organisais une petite des activités encore sur la Palestine, donc c'est vraiment, comme pour vos auditeurs précédents, des sujets qui nous sont chers, et je crois que là, par-delà nos différences politiques, c'est vraiment un sujet sur lequel on doit être très unis. En tout cas, sur le fait de Salah Mokran et du groupe Zebda de dire, voilà, tout ce qui est Palestine, etc., c'est juste... ça va pas être possible en fait de ne pas dire que vous avez été vous savez, le dernier titre qu'on a à l'image quand on a sorti à l'image de ça, écoute. Je crois que ça va pas être possible, non pas être possible. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ah, c'est comme ça, c'est tout. Réponse en musique, hein, ça là. Qu'est-ce que je vous dis, hein. Ouais, il y a aussi dans le dernier la réédition de Motivé l'année dernière, une magnifique reprise par c'est mes frères, hein, donc Mustafa et Hakim, de Sabra et Shatila de Nessel Riwan. Voilà. Très très belle reprise. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien là pour la suite, Salah? D'être élu député européen pour continuer à défendre et la Palestine et les quartiers. Voilà. Donc pour continuer de défendre les quartiers populaires, la Palestine au Parlement européen, eh bien c'est Salah Mokran, donc sur la liste 5e, hein, quand même. Hein. Ouais. Hein, il y a combien de députés sur la liste? Enfin, on est 79 sur la liste et il faut faire 5% pour avoir des élus. Et si on fait 5%, les 5 premiers sont élus. Donc très bien. Et on peut voter, je veux dire, dans toute la France. Et comment ça se passe? C'est une liste nationale et donc. Liste nationale, d'accord. Voilà. Bon, toute la France. Salah Mokran, merci en tout cas d'être venu ici dans cette émission. Et quand tu seras député européen, tu reviens? Avec grand plaisir, même si je ne suis pas d'ailleurs. Tu prendras pas la grosse tête? Hein, que je sois ou pas, je viens. Non, mais si t'es élu député, tu prendras pas la grosse tête, rassure-moi. Non. Tout va bien, tu seras accessible. Petite kémia, un peu de la taille et puis voilà, ça y est. Alhamdoulilah, merci beaucoup en tout cas et bon ramadan à toi. Et bonne chance pour la suite le 26 mai, donc pour les européennes sur la liste de Benoît Hamon. Merci ma chère Audrey. Merci Christophe et merci Salah. Merci Audrey, merci beaucoup. Un plaisir, vraiment.
En tout cas, ça va pas être possible de vous quitter, même si je vais le faire une petite semaine durant. Mais pour mieux vous retrouver le 3 mai prochain. Ça va être trop dur. Ouais, mais tranquille. Hein. Restez bien fidèles au best-of du LGF et à France Maghreb 2 bien sûr. Et rendez-vous donc le 3 mai pour notre retour en direct pour le LGF. Le temps d'aller faire un petit tour au soleil avant le Ramadan, ça va faire du bien. Et puis surtout de déconnecter. Et puis au 3 mai. Salut à tous. Désolé, je crois que ça va pas être possible, non pas être possible. Medjahed débarque dans un instant dans votre radio sur France Maghreb 2. Merci d'écouter France Maghreb 2. Une excellente soirée à vous, il est pile 18h. Et c'est le rappel de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir, 321 morts, dernier bilan des attentats au Sri Lanka. Il n'y a pas de Français parmi les victimes, contrairement à ce qu'annonçaient hier les autorités sri-lankaises. Cet après-midi, l'État islamique a revendiqué ces attentats. Colombo accuse de son côté 2 groupuscules islamiques locaux d'avoir planifié les attentats, sans doute les plus meurtriers depuis le 11 septembre. Le couple Fillon renvoyé en correctionnel dans l'affaire des emplois fictifs. Le procès devrait se tenir à la fin de l'année. Marc Joulot, l'ancien suppléant de François Fillon, est lui aussi renvoyé en correctionnel. L'ancien Premier ministre comparaîtra notamment pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Une vraie connerie et une erreur de jeunesse. Nathalie Loiseau a reconnu avoir figuré sur une liste d'extrême droite lors d'élections étudiantes à Sciences Po en 1984. Information révélée par Mediapart. L'opposition s'est emparée de l'affaire en dénonçant le supposé double discours de la tête de liste de La République En Marche pour les européennes. 200 militants anti-compteurs Linky déboutés à Bordeaux. Le juge des référés a estimé qu'il n'y avait pas de troubles manifestement illicites. En revanche, 13 autres plaignants considérés comme électrosensibles ont obtenu la pose par Enedis d'un filtre protecteur autour du compteur. Le début de l'installation d'une immense bâche sur Notre-Dame. Elle devra protéger la cathédrale de la pluie, annoncée pour demain. Une protection provisoire avant l'installation de ce que les architectes appellent un grand parapluie. Des capteurs ont également été installés pour détecter tout mouvement dans l'édifice. Enfin, la quinzaine des réalisateurs dévoile sa sélection pour le Festival de Cannes. 24 longs métrages, dont plusieurs français, les derniers films de Rebecca Zlotowski et de Bertrand Bonello, ainsi que Yves de Benoît Forjat, qui fera la clôture de la quinzaine. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement.